parlons de la Chine pour entamer cette demi-heure d'émission avec Laetitia Baldeschi qui est avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Bon, la question est vaste. Quels sont les enjeux pour la Chine en 2022 ? Évidemment, après une année 2021 qui a été un peu à front renversé pour l'économie chinoise et pour les marchés chinois par rapport à ce qu'on a vécu aux États-Unis notamment. Des enjeux qui vont être très politiques l'an prochain. Il faut peut-être le rappeler d'un mot, Laetitia, mais on sait que les sujets d'objectifs économiques sont toujours des sujets très politiques en Chine. Je crois qu'il y avait d'ailleurs ces derniers jours une réunion des principaux leaders et dirigeants sur ces questions d'objectifs économiques. Ces objectifs seront encore plus politiques que jamais peut-être l'an prochain. Oui, je crois, Grégoire, qu'il faut vraiment garder en tête que l'année 2022 sera politique ou ne sera pas. Nous avons cet objectif du 20e congrès du Parti communiste à l'automne 2022 qui doit voir, selon toute vraisemblance, la nomination pour un 3e mandat de M. Xi Jinping à la tête du pays. Et donc, il est clair qu'en attendant et dans la préparation de cet événement majeur, on va avoir des autorités chinoises qui vont avoir à cœur de maintenir finalement comme priorité principale la stabilité dans le pays. Et cette stabilité, eh bien, il va falloir l'accompagner. Enfin, il va falloir mettre quelques billes dans la partie, je dirais, pour essayer d'accompagner cet atterrissage finalement de la croissance chinoise vers peu ou prou son potentiel. Et c'est ce que, nous semble-t-il, on peut retirer de cette conférence économique annuelle à laquelle vous faisiez allusion, qui a eu lieu entre le 8 et le 10 décembre dernier, qui, comme toujours, est un événement un peu secret, puisque on a la date après coup. Voilà, on sait que ça s'est produit. C'est toujours à peu près la même date, mais bon voilà, on ne sait jamais exactement quand. Le communiqué qui en sort est toujours, alors dans sa version anglaise, assez flou, comme toujours d'ailleurs, dans ce qui vient des autorités chinoises. Mais je dirais qu'il y a quand même quelques petits messages que l'on peut essayer d'interpréter, ou peut-être des absences de mention qu'il y avait les années précédentes, qui nous font dire qu'il y a une inflexion de cette économie, de cette politique économique chinoise. D'abord, on a le sentiment que les autorités se rendent bien compte qu'il y a des soucis, un choc de demande assez net, qui est lié évidemment au maintien des mesures zéro Covid, donc qui se traduisent par des restrictions d'activité, de mouvement. Et ça, on en a encore la trace encore aujourd'hui dans la presse. Un choc donc ça vient évidemment peser sur la consommation des ménages. Face à cela, on a en ajout, je dirais, la problématique immobilière, on y reviendra peut-être, donc qui vient peser sur les perspectives de croissance, et donc on a des baisses d'anticipation assez nettes de l'ensemble des agents économiques chinois et dans le monde concernant l'activité chinoise, et puis un choc d'offres assez net. Là encore, les problématiques de chaîne de valeur, de rupture d'approvisionnement pèsent sur la dynamique industrielle, et on a encore des mesures de confinement partiel qui viennent interrompre l'activité dans certains centres manufacturiers et qui pèsent donc sur l'activité. Donc tout ceci mis bout à bout, eh bien, on a le sentiment que cette économie chinoise est quand même dans une phase un peu compliquée. Vous dites on arrive au point où effectivement les sujets économiques chinois appellent une réponse en matière de politique là. Voilà, tout à fait. Alors, on a eu d'ailleurs donc une mention dans ce communiqué de la conférence économique annuelle, comme quoi il fallait que les politiques économiques mises en œuvre, tant monétaires que fiscales, soient plutôt proactives et accompagnent la stabilisation de la croissance. Donc, on a l'idée quand même qu'il va y avoir des mouvements. Alors, par contre, je crois également que dans ce communiqué, certaines mentions nous montrent qu'on n'aura pas le grand soir. Je dirais qu'on n'aura pas le grand plan de relance que l'on avait eu post-grande crise financière, et on va avoir plutôt, on va se diriger vers des mesures qui sont des petites mesures ciblées de façon à essayer de soutenir ponctuellement ou de façon partielle l'activité. Je pense, et c'est comme ça qu'il faut interpréter l'ensemble des mesures qui vont être annoncées globalement dans les prochaines semaines. Pourquoi je dis ça ? Parce que par exemple, typiquement en matière fiscale, enfin budgétaire et fiscale, eh bien, on nous dit qu'il va y avoir une possibilité d'anticiper les mesures d'émission
par les gouvernements locaux de titres permettant de financer des programmes d'infrastructure. Et donc ça, on va pouvoir anticiper, parce que normalement, on est obligé d'attendre l'autorisation des deux assemblées, donc le mois de mars, pour avoir la capacité à s'endetter de nouveau pour un an. Or là, il est clairement mentionné que dès janvier, on pourra faire appel à ce type d'instruments de financement pour soutenir l'économie chinoise. Mais juste en dessous, on nous dit attention, la hausse de l'endettement des gouvernements locaux est strictement interdite. Donc, on se dit bien qu'il y a un peu d'ambiguïté et on voit bien qu'ils veulent soutenir, mais sans pour autant que le taux d'endettement du pays progresse de façon trop importante. Donc, on voit bien que ça sera vraisemblablement de petites mesures ciblées sur les grands objectifs qui ont été mis en avant par le 14e plan quinquennal, à savoir l'innovation, la montée en gamme, et vraiment rester sur des domaines très ciblés. Donc, je crois qu'on aura ce type de mesures. Et donc, la politique monétaire, on est revenu à un schéma classique, à savoir que pour cette économie chinoise qui veut se transformer, on voit bien que la transformation, notamment du secteur financier, n'est pas encore optimale. Pourquoi ? Parce que la politique de prix et la politique de taux d'intérêt n'a pas encore un impact assez fort sur cette économie et qu'on est obligé de repasser par la politique quantitative. Je pense donc aux autorisations de crédit, donc d'émissions comme on vient de parler, de crédit bancaire. Et là, on va avoir des incitations pour les banques à relancer une partie du crédit pour financer donc les PME, les entreprises individuelles sur des secteurs d'activité très précis. Et donc, on va avoir de nouveau une augmentation des crédits à n'en pas douter. Et puis, on a bien vu la semaine dernière l'annonce de la baisse du taux des réserves obligatoires pour les banques. Là, encore une fois, c'est un moyen de mettre de la liquidité dans le marché de façon très administrée. On retourne, si vous voulez, aux instruments classiques de la politique monétaire chinoise. Est-ce qu'il faut comprendre que les difficultés du secteur immobilier sont encore un poids mort important pour la croissance économique chinoise, Laetitia ? Parce qu'on a quand même une saga de plusieurs mois désormais. On a eu les premiers défauts officiellement actés la semaine dernière, je crois, pour quelques promoteurs immobiliers chinois. Est-ce que le poids du secteur immobilier, on le rappelle, c'est peut-être 20, 25, 30% de la valeur ajoutée de l'économie chinoise. Est-ce que c'est encore un frein justement à la croissance économique chinoise et pour combien de temps ? Oui, il me semble qu'effectivement, cela va être continuer de peser sur l'activité. On va le voir dans les chiffres du 4e trimestre. Mais à n'en pas douter, c'était déjà assez net sur le 3e trimestre. Et puis tous les chiffres de vente de terrain qui sont, rappelons-le, l'une des ressources financières des collectivités locales majeures. C'est 30% de leurs recettes. Ces ventes de terrain sont en recul de plus de 30% sur un an. Donc on voit bien qu'il y a tout un secteur qui est en train de complètement s'effondrer. Et donc, il va y avoir un impact au total sur le PIB, comme vous le disiez, l'importance de ce secteur au sens large est notable. Alors, est-ce que ça va durer ? J'ai l'impression, au départ, on nous avait dit, Evergrande, c'est un phénomène particulier, c'est une structure particulière. On se rend compte encore en lisant la presse que finalement, on en est rendu un problème sur un nouveau promoteur qui est pourtant qui était très bien noté il y a encore quelques semaines par l'ensemble des agences de notation et qui ne présentait pas de questionnement sur sa liquidité à court terme. Or, on le voit aujourd'hui, à nouveau, des doutes sur la gouvernance, des doutes sur la capacité de remplir les échéances et de satisfaire aux échéances des paiements, notamment sur les dettes offshore. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai sujet de restructuration de l'ensemble du domaine des promoteurs immobiliers. Alors, je pense que les autorités vont avoir à cœur à essayer de sauver une partie des activités, tout ce qui touche à la gestion immobilière et à la construction physique de biens. En revanche, il va y avoir cet impact de restructuration de l'ensemble des activités de développement immobilier, à n'en pas douter. Et puis, on le disait, on s'inquiétait, je me souviens, il y a quelques années, sur la baisse, c'était en 2015, là, quand il y a eu la forte baisse des marchés
réaction chinois de l'effet richesse. Et moi, j'avais dit à l'époque, compte tenu de la part des Chinois qui détiennent un portefeuille d'actions qui était quand même très modeste, on pouvait se dire que cet impact serait minoré. Pour autant, quand on regarde le poids de l'immobilier dans la richesse des ménages, on n'est plus sur le même domaine. Donc, l'effet richesse, je dirais, ne serait-ce que, même s'il n'est pas matérialisé, vous savez comme moi, l'impact psychologique pour ces ménages de voir la valeur de leur seul bien se déprécier, parce que c'est quand même ça qu'on va avoir à la fin, eh bien, ça pourrait avoir un impact négatif sur la consommation future de ces ménages chinois. Et je crois que c'est là la grosse inquiétude des autorités. D'où le fait qu'il y aura des mesures d'accompagnement à n'en pas douter. Et quand on fait la somme de tout ça, Laetitia, qu'est-ce qui serait... parce que donc cette conférence économique annuelle permet notamment de fixer un objectif chiffré de croissance pour 2022, mais c'est un chiffre qui ne sera communiqué que plus tard, au début de l'année 2022, si j'ai bien compris, Laetitia. Qu'est-ce qui serait un objectif de croissance, un objectif politique de croissance affiché, crédible, raisonnable pour 2022 ? Alors c'est vrai que c'était toujours un moment politique important, cette annonce de l'objectif de taux de croissance. On se rappelle l'an dernier, les 6%, plus de 6%, on avait tous été un petit peu surpris alors qu'on était plutôt sur une dynamique autour de 8%. Finalement, c'était peut-être un signe avant-coureur que les autorités avaient bien en tête que la croissance ralentirait. Aujourd'hui, on est plutôt sur l'idée que, pour nous, chez CPR Asset Management, que la croissance chinoise devrait être annoncée autour de 5,5%. 5,5%, pourquoi ? Parce que ça permet de descendre à 5%. En étant dans l'objectif. 5, c'est le global peu ou prou, le potentiel estimé de cette économie chinoise. C'est le niveau de croissance minimale pour remplir l'objectif de 2035 qui est, je rappelle, le doublement de la taille de l'économie chinoise. Et deuxième chose, c'est le niveau qui semble requis pour absorber les flux entrants sur la population active et donc permettre une stabilisation du taux de chômage. Et ça, il me semble que ce sera l'objectif premier des autorités dans la perspective de l'automne 2022. Merci beaucoup Laetitia, merci pour votre éclairage sur ces enjeux chinois pour l'an prochain en matière de croissance économique notamment. Laetitia Baldeschi qui était avec nous par téléphone, responsable des études et de la stratégie de CPR Asset Management.